Hola, hola, salam, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, tu l'auras vu au titre, on se retrouve pour une FAQ. J'avais donc demandé en story Insta et dans un short YouTube que vous me posiez vos questions et vous l'avez fait. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Question numéro 1. Moi, j'aimerais bien que tu expliques la procédure pour l'implant dentaire, la douleur, la suite des soins, etc. ainsi que ce que ont été tes problèmes dentaires. Alors, la première partie de la question, la procédure de l'implant dentaire. Déjà, contexte. Il faut savoir que j'ai déjà un implant dentaire là. Et là, je suis en procédure pour me faire poser deux ici là. Voilà. Donc, étant donné que j'en ai déjà un depuis des années, je connais toute la procédure, donc je vais vous expliquer. Alors, déjà, numéro un, le dentiste se rend compte qu'en fait, il vous faut un implant dentaire. Et donc, la première étape, ça va être, si vous avez encore vos racines, d'arracher les racines. Moi, ça a été le cas pour ces deux-là. On m'a arraché les racines. Et ensuite, il faut attendre que ça cicatrise. Donc, c'était 2 mois pour moi. Ensuite, il vous fait une radio pour savoir la taille des implants, etc., pour bien connaître votre dentition. Voilà, en fait, vous êtes dans une machine où vous avez un petit machin, vous mordez comme ça, vous restez debout et en fait, la machine, elle vous tourne autour comme ça. C'est comme ça que ça se passe, la radio. Voilà. Donc, une fois qu'il a la radio, il va l'analyser et il va vous proposer un rendez-vous pour mettre les implants, c'est-à-dire les vis qui vont à l'intérieur de la gencive. Moi, je me les suis fait poser le mois dernier, donc ça, c'est bon. Et ensuite, moi, il m'a proposé un rendez-vous une semaine après pour voir si les points étaient bien tombés. Si ce n'était pas le cas, il allait les retirer. Moi, mes points, ils sont tous tombés. Du coup, il a juste vérifié que tout allait bien et que mon corps ne faisait pas de rejet des implants. Et alhamdoulilah, ça va. Là, la prochaine étape, ça va être de prendre un rendez-vous pour poser la couronne, donc la dent. Moi, je vais me faire poser les deux là au mois d'août, mais avant de poser l'implant, eh ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre mon moulage en fait. Il va prendre un moule que je vais mordre pour faire les empreintes en fait. Voilà. Et ensuite, bah, il va me demander quelle couleur je veux, etc. Bien entendu, moi, je vais choisir la couleur de mes dents, c'est-à-dire couleur ivoire. Je n'ai pas les dents blanches, donc je ne vais pas choisir deux implants blancs. C'est ridicule. Je veux que ce soit le plus naturel possible. Donc voilà, ça c'est les étapes de la pose d'un implant. Et d'ailleurs, moi, il m'a posé des implants et il m'a donné ça, qui est un passeport de mes implants. Si jamais je change de dentiste, à l'intérieur, tu as la référence des implants. Le dentiste qui m'a posé celui-ci ne m'en a pas donné. Peut-être que ça n'existait pas à l'époque, je ne sais pas. Je dois l'avoir, cet implant, depuis peut-être 4-5 ans, je pense. Donc, c'est peut-être nouveau parce que c'est pas le même dentiste qui va me poser ces deux-là. Voilà. Ensuite, niveau douleur, alors moi, que ce soit pour cet implant-là ou pour ces deux-là, je n'ai absolument rien senti. Après, il faut savoir que, bien sûr, ils vont vous prescrire déjà une poche de glace, mais ils vont aussi vous prescrire des antidouleurs. Je pense que c'est ça qui a fait beaucoup le taf. Moi, j'ai absolument rien senti, que ce soit pendant l'opération ou post-opération. C'est pas plus mal. Quels ont été mes problèmes dentaires? Alors, mes problèmes dentaires, depuis que je suis toute petite, ça a toujours été la même chose, ce sont des caries. Pas que je mange plus sucré qu'une autre personne, pas que je n'ai pas une bonne hygiène dentaire. En fait, c'est tout simplement génétique. Je me souviens que mon ancien dentiste, celui qui m'a posé cet implant-là, en fait, je lui avais demandé, je lui avais dit, écoutez, à un moment donné, j'en ai marre d'être tout le temps chez vous, j'ai une bonne hygiène dentaire, je mange pas trop sucré, quel est le problème? Pourquoi j'ai tout le temps des caries? Et en fait, il m'a dit, bah en fait, vous pouvez rien faire, c'est comme ça, c'est génétique. Il y a des gens, bah, ils ont du mal à prendre du poids, des gens qui grossissent facilement et qui ont du mal à perdre du poids, bah vous, bah c'est les dents. C'est comme ça, c'est génétique. Et c'est vrai que ça a une certaine logique parce qu'il faut savoir que mon père, bon, il est décédé, mais quand il est décédé, bah, il lui restait plus qu'une dent dans sa bouche. Ma mère, elle, bah, elle a toujours eu des problèmes dentaires et mon frère, pareil. Donc je pense que c'est la vérité, c'est vraiment génétique, il n'y a rien à faire. J'aurai toujours des caries. Voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai rendez-vous le mois prochain pour réparer l'une des caries que j'ai. On va y aller étape par étape parce que j'en ai beaucoup, mais l'essentiel, c'est de tout soigner. Voilà. Question numéro 2. Assalamu alaikum, tes implants, tu les as faits en France ou à l'étranger? Wa alaikum assalam. Alors, moi, personnellement, celui-ci, je l'ai fait en France et ces deux-là, je suis en train de les faire en France aussi.
J'avoue, j'ai hésité de les faire à l'étranger. Enfin, je me suis renseignée sur les prix, etc. Je m'étais renseignée tout d'abord dans une clinique en Turquie. Et au final, je me suis décidée à pas le faire parce que bien que le prix soit attractif, ben, c'est des dentistes que je ne connais pas, c'est un pays que je ne connais pas, c'est une langue que je ne parle pas. Et je me suis dit que si jamais j'avais des problèmes pour le SAV, ça allait être compliqué. Et donc, je m'étais tournée vers une clinique au Portugal, étant donné que je suis portugaise, qui en fait, bah, c'était à peu près les mêmes ordres de prix qu'en Turquie. Donc, je me suis dit, pour à peu près le même prix, autant le faire au Portugal. J'avais vu pour toutes mes dents, enfin pas toutes mes dents, toutes mes dents où j'ai des problèmes, bien évidemment. Ça me revenait à peu près 5 000 euros. Donc en réalité, ça vaut le coup, vu le prix des implants, le prix que je vais payer bah, au total pour les trois que je vais avoir. En vrai, ça aurait valu le coup de faire toute ma bouche, là où j'ai les problèmes, pour 5 000 euros. Mais au final, je me suis décidée de ne pas le faire et de le faire en France parce que j'ai pas envie d'attendre d'aller au Portugal. En plus, c'est pas dans ma ville natale que ça se fait. Donc voilà, je me suis dit, allez, je fais ça en France. Comme ça, si j'ai un problème, mon dentiste, il est juste à côté. C'est beaucoup plus simple. Je préfère ça comme ça. Troisième question. Assalamu alaikum. J'espère que tu vas bien, Orti. Alors, une petite question au sujet de ta vie de maman. Tu te vois avec combien d'enfants et est-ce que tu aimerais que tes enfants aient des grands écarts d'âge ou plus rapprochés? Wa alaykoum assalam. Je vais très bien, alhamdulillah. J'espère que toi aussi. Alors, est-ce que je souhaite je me vois avec combien d'enfants? Bah, avec un seul. J'ai eu Zayn il y a 2 mois et je compte avoir que lui. Alors, il faut savoir que déjà de base, je n'ai jamais voulu être maman. Quand j'ai rencontré mon mari, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être une possibilité qui ne me dérangeait pas, mais on s'était toujours mis d'accord que on allait avoir un enfant, un seul et pas plus. Voilà. Et maintenant qu'on a Zayn, bah, on continue toujours sur cette ligne de pensée que bah, on veut avoir que Zayn pour plusieurs raisons. Déjà pour que ce soit financièrement et affectivement avoir à se concentrer sur un seul enfant et tout lui donner le maximum de nous-mêmes à un seul enfant. Je dis pas que les parents qui en ont plusieurs, bah, c'est des mauvais parents parce qu'ils sont obligés de diviser tout par 3, par 2, voilà. Mais c'est un choix personnel, voilà. Donc pour cette raison, ou aussi pour la deuxième raison, c'est que j'ai pas envie de flinguer encore plus mes hormones, mon corps, etc. C'est un bonheur indescriptible d'être maman. C'est une expérience incroyable, la grossesse et l'accouchement, mais je ne souhaite pas repasser par là. Plusieurs raisons font que bah, un seul, c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, si j'en aurais voulu plusieurs, j'aurais aimé, je pense, qu'ils aient des âges rapprochés. Déjà parce que je me dis que comme ça, l'étape des couches, etc., bah, on les fait tout d'un coup. Et comme ça, une fois qu'ils rentrent à l'école, ils rentrent à l'école presque ensemble. Ils font toutes leurs étapes de leur vie presque ensemble. Et une fois qu'ils sont élevés, c'est fini, je ne me remets plus dans les couches. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense que vous comprenez. Voilà, je trouve ça beaucoup plus facile et je pense que c'est comme ça qu'on aurait fait parce que mon mari, il a la même façon de penser que moi. Passons à la quatrième question. Concernant ta vie de femme musulmane, quel conseil tu donnerais par rapport au mariage et quel est ton ressenti après le mariage? Alors, déjà, première partie de la question, quel conseil je donnerais par rapport au mariage? Très simple, posez toutes vos questions avant de vous marier. Très important de poser les questions niveau financier, niveau de travail. Est-ce que vous, en tant que femme, vous allez rester à la maison pour élever vos enfants? Est-ce que vous souhaitez travailler? Est-ce que votre mari a la même façon de penser que vous? Vous posez vos bases. Ok, je souhaite un mari comme ça, comme ça, comme ça, et demandez à votre futur époux qu'est-ce que lui, il attend d'une épouse. Voilà. Aussi, faire très attention à quelles sont ses valeurs familiales et ses valeurs tout court, parce que pendant que vous allez être que deux, ça va aller, on peut faire avec, mais une fois que vous allez avoir des enfants, avoir les mêmes valeurs, c'est très important, parce que sinon, ça va coincer au niveau de l'éducation. Poser le genre de questions, oui, par rapport au travail, etc., par rapport aux valeurs, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à combien d'enfants vous voulez, etc. Parce que c'est pas une fois que vous allez être déjà marié et que vous allez vous rendre compte, oula, en fait, il ne me correspond pas. Non, il faut vraiment voir quel est votre idéal de vie maritale et être bien sûr de ce que vous voulez pour que vous puissiez bah, mettre carte sur table tout de suite et vous rendre compte si la personne vous correspond ou pas. Parce qu'une fois que vous êtes marié, une fois que vous êtes marié avec des enfants, c'est trop tard. Ensuite, quel est mon ressenti après le mariage? Alors moi, il faut savoir que là, au mois d'avril, ça fait 2 ans que je suis mariée. Et mon ressenti par rapport au mariage, ça a été, alhamdulillah, j'ai trouvé un mari qui me correspond vraiment.
comme quoi vraiment, Allah quand il prévoit quelqu'un pour toi, que c'est vraiment ta personne qui a été faite pour toi, tu le sais en fait. Bah, mon mari, il correspond à mes attentes et je corresponds à ses attentes et j'ai bien fait, par contre, de poser les bases dès le début de ce que je voulais, de ce que j'acceptais, de ce que j'acceptais pas, ce que je voulais, ce que je voulais pas, lui aussi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on se correspondait. Et maintenant qu'on a un enfant, bah, on se rend encore plus compte qu'on se correspond. Parce que quand on parle de l'éducation de Zayn, bah, on se rend compte qu'en fait, on est d'accord sur presque la totalité des points. Donc, c'est très important. Vraiment, une fois que vous avez des enfants, c'est très, très important parce que votre couple se révèle. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis posez bien vos questions avant le mariage. Passons à la prochaine question. Est-ce que tu as déjà pensé à rencontrer tes abonnés? Alors, je n'y ai jamais pensé pour la simple et bonne raison que pour l'instant, j'ai même pas encore 5000 abonnés. J'y suis presque, mais je n'en ai pas encore. Et moi, je me suis dit que, après, je me dis que peut-être que quand j'en aurai un peu plus, pourquoi pas organiser ça? Parce que je me dis que, surtout, je parle pour les personnes qui commentent souvent mes vidéos, parce que forcément, je crée du lien avec vous. Je dis pas que les gens qui regardent ma vidéo, je m'en fiche, bien sûr que non. Les gens qui regardent mon contenu, je les remercie profondément, mais bah, j'ai pas ce lien parce que je discute pas avec eux. Alors que j'ai peut-être une dizaine de personnes qui commentent tout le temps mes vidéos et du coup, je crée du lien, je retiens même vos prénoms, je sais qui vous êtes, voilà quoi. Et du coup, ça me ferait grave plaisir du coup de vous rencontrer et vraiment de discuter avec vous, poser une tête sur le prénom. Vraiment, ça me ferait super plaisir. Donc je pense qu'une fois que j'aurai un peu plus d'abonnés, Inch'Allah, oui, je le ferai. Passons à la question numéro 6. Qu'est-ce que tu aimes et tu détestes dans ton pays, le Portugal? Alors, qu'est-ce que j'aime dans mon pays? J'aime ma culture, j'aime la bouffe, j'aime les gens, parce que je ne connais pas une seule personne qui est partie au Portugal et qui m'a dit qu'elle a été mal accueillie. Nous, les Portugais, on sait accueillir les gens. On est souriant. Tu vas dans un café, dans un salon de thé au Portugal, tu te sens hyper bien. Les gens, ils sont souriants, ils t'accueillent comme jamais. Pas seulement si tu es étranger, je parle même en tant que Portugaise. Quand je vais au Portugal, c'est toute une autre ambiance. Vraiment, le Portugal, c'est une autre ambiance. Et c'est ça que j'adore dans mon pays. Et ce que je déteste, alors je déteste rien en soi dans mon pays, mais en tout cas, en ce moment, il y a quelque chose que je déteste qui se passe au Portugal, que je déteste au plus profond de mon être. Il faut savoir qu'au Portugal, depuis quelques années, on a beaucoup de déchis qui sont venus au Portugal. Donc quand je parle de déchis, je parle de Pakistanais, Bangladais, Indiens, Sri Lankais, etc. Vraiment tous les déchis. Et en fait, il y a une partie de Lisbonne qui est Martimonix où il y a que ça. Il y a que des déchis qui habitent là-bas. Et en fait, les Portugais, ils ont le culot en ce moment, depuis quelques mois, je vois beaucoup de vidéos, de être en train de dire qu'ils en ont marre, qu'on est en train de perdre notre culture, là, 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 là. Et moi, je trouve ça super hypocrite parce qu'il faut savoir que depuis environ une dizaine d'années, même un peu plus, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont venus au Portugal. Les Brésiliens, ils parlent portugais, portugais du Brésil, parce que le portugais du Brésil et le portugais du Portugal, c'est pas la même chose, hein, je tiens à préciser. Pour la suite de ce que je vais dire, c'est important. Et bah, en fait, ma mère, elle est partie au Portugal déjà plusieurs fois l'année dernière, elle est partie 2 fois cette année. Et en fait, elle m'a dit que ce soit elle, ma sœur, mon beau-père, tout le monde me dit que maintenant au Portugal, quand tu vas dans la rue, tu entends plus le portugais du Portugal en fait. Tellement il y a de Brésiliens, tu entends le portugais du Brésil. Chose qui ne me dérange absolument pas. S'ils viennent pour travailler, ils viennent pas foutre la merde dans le pays, pourquoi pas? Ils font de mal à personne. Mais par contre, le truc, c'est pas ça. C'est que maintenant, les Portugais, ils commencent à parler portugais du Brésil. Donc moi, en fait, je trouve ça super hypocrite de dire que tu es en train de perdre ta culture parce que les déchis, ils viennent pour avoir une vie meilleure, mais par contre, toi-même, tu ne parles plus ta langue. Ça, c'est pas perdre ta culture. Vraiment, je trouve ça hypocrite et ça me horripile. Mais bon, bref, je vais arrêter ce sujet-là parce que ça va vraiment m'énerver. Comment a été ton expérience d'allaitement avec ton bébé? Raconte-nous tout de A à Z. Est-ce que tu as donné du lait en poudre ou pas? Quelle option tu as choisi et pourquoi? Alors, il faut savoir que quand j'étais enceinte, j'ai décidé de donner l'allaitement exclusif. Et ensuite, je suis arrivée à la maternité et bah, forcément, j'avais dit que je voulais allaiter exclusivement, donc ils m'ont fait allaiter. Ça a été extrêmement compliqué parce que Zayn, il refusait de prendre le sein.
On a essayé plusieurs positions, on a essayé avec le bout de sein en plastique et il n'y avait rien à faire. Il s'énervait parce qu'il avait faim et parce qu'il n'y arrivait pas. Et du coup, moi, les nuits, c'était compliqué. Je commençais à pleurer parce que j'étais fatiguée, j'arrivais pas à faire téter mon bébé. Franchement, ça a été une expérience horrible pour poser les mots. Je suis désolée, mais on va mettre les termes. Et ce qui fait que l'avant-dernier jour, avant que je parte de la maternité, j'avais demandé, s'il vous plaît, j'en peux plus, je suis fatiguée, en pleurant, donnez-moi un biberon. Et en fait, on m'a refusé. Et ça m'a encore fait plus pleurer. Et du coup, le lendemain, j'avais refait la même chose. J'avais pleuré, j'en pouvais plus. J'ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi un biberon. Ils m'ont enfin accepté de donner un biberon. Et du coup, j'ai donné le biberon à Zayn. J'ai pleuré parce que j'ai culpabilisé, parce que, oh là là, je suis en train de lui donner un biberon alors que je voulais allaiter, nanani, nanana. J'ai vraiment souffert, en fait. Je culpabilisais. Alors qu'en soi, tout ce qui est important, c'est que mon enfant, il soit nourri. Mais bref. Donc du coup, j'ai donné un biberon. Ensuite, avec le pédiatre, avant que je parte de la maternité, on s'est dit du coup qu'on allait faire du coup l'allaitement mixte. Je donne et le biberon et le sein. Donc j'ai continué à essayer de donner le sein. J'ai même vu une spécialiste en allaitement. Et en fait, j'ai continué à essayer de donner le sein. Et j'ai jamais réussi. Il y a eu une seule fois où j'ai réussi à le faire prendre le sein. Je sais même pas par quel miracle. Et sinon, à chaque fois, c'était la même chose. Il s'énervait, je me fatiguais, je pleurais et du coup, je finissais par lui donner un biberon. Donc, j'ai décidé il y a peu d'arrêter l'allaitement parce que en fait, c'était tout simplement en train de me bousiller le moral, en train de me bousiller le cerveau et en train de me bousiller mon expérience de maternité en fait. Déjà que de base, je voulais pas être maman. Au final, je suis maman et je suis hyper heureuse. Alors, pourquoi je ne profite pas du bonheur d'être maman sans me casser la tête et me foutre une pression monstre en fait? C'est horrible la pression que j'étais en train de me mettre. Et depuis que je lui donne du coup le biberon exclusif, eh ben franchement, pourquoi je n'ai pas fait ça dès le début en fait? Ça m'a enlevé une charge mentale, franchement, je vous raconte pas. C'est un truc de malade. C'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai pleuré, j'ai culpabilisé parce que oulala, j'arrive pas à lui donner le sein, nanana. Et puis au final, je me suis souvenu que ma mère, elle a eu 3 enfants, on a tous eu du lait en poudre parce que ma mère, elle n'arrivait pas à allaiter comme moi. Et on est là, on est vivant, on est en bonne santé, alhamdoulilah. Donc, l'essentiel, c'est que mon enfant, il soit nourri. Tant qu'il ne crève pas la dalle, c'est pas grave si je l'allaite pas. Voilà, faut arrêter de se foutre la pression. D'ailleurs, je compte tourner un sujet de podcast, je compte tourner un épisode de podcast à ce sujet-là parce que vraiment l'allaitement c'est tout un truc et comment je l'ai vécu c'est vraiment horrible. Du coup, j'ai décidé de lui donner du lait. Ma mère avait fait des recherches sur les meilleurs laits, etc. J'avais posé mes questions à la maternité de toute façon, étant donné que j'étais censée faire un allaitement mixte. Et du coup, j'ai choisi un lait de chez Nestlé, c'est le Nidal les premiers âges, bien évidemment. Donc le paquet jaune et on s'en porte très bien. Il a pris du poids, il grandit bien, il est heureux, il est en bonne santé. C'est tout ce qui m'importe. Comment penses-tu enseigner la religion à tes enfants en tant que converti? Alors, il faut savoir que déjà j'ai la chance d'avoir mon mari qui est musulman et qui est né musulman. Donc il sait beaucoup plus de choses que moi. D'ailleurs, je lui pose beaucoup de questions. Bien sûr, il n'est pas imam, c'est pas un savant islamique, donc il ne peut pas me répondre à tout. Mais quand il peut, il me répond. Quand il n'est pas sûr, il me dit fais tes recherches, je ne veux pas t'enduire en erreur. Donc déjà, je pense que ça va déjà beaucoup aider parce que mon mari va beaucoup faire du coup par rapport à ça, par rapport à Zayn. Ensuite, moi, je pense qu'en fait, tout simplement, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est surtout ne pas tomber dans le fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Un enfant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un enfant, ça va répéter ce que tu fais. Donc, je pense que la meilleure chose, en fait, ça va être que moi, je sois l'exemple. S'il me voit prier, il me voit faire du dhikr, il me voit lire le Coran, etc., il va prendre ça pour un exemple, il va commencer à m'imiter et il va commencer à le faire de lui-même. En plus, là, étant donné qu'au début, quand il commence déjà à avoir une certaine compréhension, tu lui lis des petites histoires avant d'aller dormir. J'ai acheté 4 livres super intéressants qui sont vraiment pour moi la base. L'un des livres s'appelle Samy apprend à dire Inch'Allah. Le deuxième, c'est Samy apprend à dire Bismillah. L'autre, c'est Samy apprend à dire Alhamdulillah. Et le quatrième, c'est Samy apprend à dire Assalamu alaikum. Ça, pour moi, ce sont des mots qu'on utilise tous les jours en tant que musulman et qui sont juste la base. Et du coup, je me suis dit que au lieu de lui lire des histoires lambda avant d'aller dormir, je lui lis ça. Comme ça, je plante la petite graine et ça va rester là dans un coin de sa tête. Et il va prendre du coup l'habitude d'invoquer Allah en fait. Et en plus, s'il me voit aussi le faire, comme j'ai dit, on est les exemples. Donc voilà.
J'ai aussi 2 livres que j'avais vus qui étaient très intéressants, pour les enfants. Il y en a un, c'est «Je n'adore que Allah», que je voudrais acheter et le premier Coran de mon bébé que je vais acheter aussi, inch'Allah et voilà, je pense du coup l'enseigner par la lecture, par l'exemple et par exemple, quand il va commencer à déjà être libre de ses mouvements et cetera, quand, je souhaite lui acheter un petit mini, tapis de prière pour que quand moi je vais prier, je lui dis bah vas-y, viens avec maman, on va prier et tout. Et comme ça, bah, même s'il ne connaît pas la sourate al-Fatiha et tout ça, bah, il va commencer à répéter mes gestes. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va apprendre. Je pense que c'est très important. Je veux que vraiment la foi soit au centre de mon éducation. C'est primordial pour moi. Mais étant donné que déjà on est un couple, qu'on est tous les deux musulmans, bah déjà c'est une facilité. Parce que je sais que par exemple ma mère, elle est chrétienne et que ce soit avec mon père ou avec mon beau-père, eux, ils n'étaient pas chrétiens et c'est compliqué en fait quand tu n'es pas avec quelqu'un qui a la même foi que toi. On va pas se voiler la face, c'est compliqué. Donc j'ai, alhamdoulilah, la chance qu'on soit tous les deux de la même religion, ce qui va faciliter les choses. C'est pas en mode, il y en a un qui dit tu fais ça et l'autre qui dit tu fais ça. On va être tous les deux sur les mêmes bases et notre enfant va être du coup stable à ce niveau-là. Et donc j'espère pouvoir lui transmettre de la religion, en tout cas, et de bonne manière, de la meilleure manière possible. Mais pour moi, la meilleure manière, c'est vraiment l'exemple, en fait. T'es l'exemple. Parce qu'il va te copier, ton enfant. Donc voilà. Quelle a été la réaction de ta mère due à ta conversion à l'islam et au hijab et à ton mariage avec un homme d'une autre culture? Alors, première partie de la question, quelle a été la réaction de ma mère par rapport à la conversion et au hijab? Alors, par rapport à la conversion, il faut savoir que ma mère, elle m'a accompagnée à la mosquée. Donc, elle s'en doutait déjà un petit peu parce que j'en avais déjà parlé, que je faisais des recherches, et cetera. Et par rapport au hijab, par contre, ça a été un peu plus compliqué parce que ma mère, elle a eu du mal à comprendre. Excusez-moi. Ma mère, elle a eu du mal à comprendre. En fait, elle m'a dit, mais ma fille, t'es trop belle, t'as des beaux cheveux, pourquoi tu caches ta beauté? En fait, ma mère, elle pensait que je gaspillais ma jeunesse et que je gaspillais ma beauté, en fait. Au final, elle a fini par s'y faire. Et là, il n'y a pas longtemps, on a encore eu une conversation à ce sujet. J'ai l'impression qu'en fait, ma mère, elle a vraiment pas mal de mal avec le hijab, en fait. Elle m'a encore sorti la même chose. Elle m'a dit, mais ma fille, t'es jeune, pourquoi tu caches ta beauté? Ton mari, il va pas te regarder de la même manière. Et j'ai fait, bah si, justement, quand je suis chez moi, j'enlève mon hijab. Chez moi, pour mon mari, je peux enlever mon hijab, je peux mettre une jupe, je peux mettre un décolleté, je peux faire ce que je veux. Le but, c'est de préserver ma beauté pour mon mari. C'est pour les autres que je la cache. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à ce niveau-là. Mais bon, après, moi, personnellement, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour mon créateur. C'est tout ce qui m'importe. Que ce soit ma mère, si jamais elle n'est pas contente ou elle est contente ou qu'elle s'en fiche ou qu'elle s'en fiche pas, honnêtement, c'est pas mon problème. Moi, c'est ma religion, c'est comme ça. Comme j'ai expliqué à ma mère, je veux pas faire les choses à moitié, je veux faire de mon mieux. En islam, le voile est une obligation pour la femme. Point. Je ne cherche pas plus loin. Je pose mon hijab et c'est fini. Je vais pas chercher à midi à 14 heures. Ensuite, par rapport à, du coup, à mon mariage avec un homme d'une autre culture, ma mère, clairement, elle s'en fiche totalement. Ma mère, tout ce qu'elle veut, c'est que je sois heureuse, que ce soit avec un Chinois, un Japonais, un Bangladais, un Anglais, un Américain, un Français, un Portugais, elle s'en fiche. Ma mère, vraiment, pour elle, ça change rien. On est tous des êtres humains. Qu'est-ce que ça change à part qu'on a une culture différente et on parle pas la même langue? C'est tout. Ma mère, elle est hyper contente de notre mariage parce qu'elle voit que je suis heureuse et épanouie. Elle est hyper fière de son petit-fils qui est à moitié portugais, à moitié bengali. Vraiment, ma mère, elle s'en fiche, quoi, totalement. Elle aime bien mon mari parce que bah, il est gentil, il est respectueux. C'est tout ce qui l'importe, hein. Le reste, c'est du détail. Elle s'en fout totalement qu'il soit pas portugais ou français, enfin, européen, voilà, quoi. À quand le retour des vlogs de 40 minutes, please? Alors, j'ai pu constater que vous avez mis plusieurs commentaires sous mes shorts qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout des vlogs, où vous demandez mes vlogs en fait. J'ai arrêté de faire des vlogs et j'ai supprimé tous les vlogs de ma chaîne parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop intrusif et que ça rentrait un peu trop dans ma vie personnelle. Surtout depuis que j'ai accouché, je me suis dit que je voulais préserver mon enfant. Ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait prendre cette décision.
Mais je me suis rendu compte qu'en fait, vous aimez vraiment mes vlogs. Du coup, je commence à me poser, la question de reprendre, mais sans rentrer dans ma vie vraiment personnelle, quoi. Je vois que ça vous manque, donc je me dis, «Bon, pourquoi pas reprendre?» mais d'une autre manière, toujours en montrant, ce que je fais, dans mes journées et cetera. Sauf que très honnêtement, là, ma vie de maman, mon quotidien, il se ressemble un peu, tous les jours. Donc je me dis que ça serait pas super intéressant de faire comme je faisais avant, par exemple un vlog par semaine ou même, après je faisais un vlog 2 vlogs par semaine. Je trouve que c'est pas assez intéressant parce que j'ai pas assez de choses à montrer. Mais je me dis: «Pourquoi pas, dès que je fais quelque chose d'un peu cool, d'un peu intéressant, de joli à voir et cetera, filmer ça et puis tout rassembler et poster un gros vlog par mois parce qu'en plus là tu m'as parlé de vlog de 40 minutes donc visiblement vous aimez aussi les vidéos longues alors que moi je pensais que bah, je vous faisais chier hein, si je parlais pendant longtemps. C'est pour ça que en ce moment j'essaie de faire des vidéos de 10-15 minutes maximum quoi parce que je me dis mais qui va m'écouter pendant 30-40 minutes quoi. Mais voilà, je vois que ça vous manque donc je pense que quand je ferai quelque chose d'intéressant bah, je vais filmer et comme ça, vous aurez des vlogs intéressants où je fais des trucs un peu cool et un vlog par mois. Je vais essayer de faire ça. Pourquoi pas. Salam alaikum. Si tu as une fille, quel prénom lui donnerais-tu? Alaikum salam. Alors, comme j'ai dit, je ne veux pas d'autres enfants, mais si j'aurais eu une fille, je pense qu'on l'aurait appelée Inaya. Alors, ce n'est pas une certitude, mais c'est un prénom que j'aime beaucoup. Je trouve ça trop mignon. Il y a d'autres prénoms que j'aime bien, mais le problème, c'est que c'est pas des prénoms musulmans et moi, ça, c'est un critère très important pour moi. J'aime beaucoup le prénom Brianna, mais voilà, c'est pas un prénom musulman. Donc, je pense que ouais, Inaya. Question numéro 12. Penses-tu finir ta vie avec tes enfants et ton mari ici en France ou comptes-tu finir ta vie au Portugal? Franchement, c'est une très bonne question parce que je pense que même moi, je sais pas. Moi, mon rêve, bien évidemment, ça serait de finir ma vie au Portugal. Mon rêve serait d'aller au Portugal là tout de suite, maintenant, vivre là-bas. Mais on va pas se mentir, les circonstances financières, niveau travail, etc. dans mon pays ne sont pas les meilleures. C'est pour ça qu'on est là, hein. Mais si un jour j'ai les moyens, j'ai beaucoup d'argent et que bah, je peux me permettre de vivre au Portugal, je pense que mon mari, il serait pas contre. Donc voilà, après, bon, je ne suis pas toute seule, hein, il faut que monsieur soit d'accord. Il faut aussi réfléchir à l'éducation de notre enfant. Est-ce que le Portugal a une meilleure éducation qu'on a en France? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Voilà, c'est vrai que j'aurais aimé que mon enfant, j'avais même dit à ma mère, s'il y avait des écoles portugaises ici, pas loin de ma ville, j'aurais mis mon enfant dans une école portugaise parce que j'aurais aimé déjà qu'il apprenne à parler correctement le portugais. Parce que bien entendu, il va parler, étant donné que je vais lui parler en portugais, que ma mère lui parle en portugais, mon frère, etc. Mais c'est pas pareil que le portugais de l'école où tu apprends vraiment à écrire correctement, etc. Et en plus de ça, bah, j'aurais aimé qu'il connaisse du coup l'histoire du Portugal et tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas où je finirai ma vie, très honnêtement. Je ne sais pas du tout. Comment tes parents et frères et sœurs ont réagi à ta conversion? Bah, du coup, mes parents, bah, du coup, ma mère, je viens de le dire. Mon papa, il est décédé, donc bah, il n'a pas eu de réaction, hein, voilà. Mon frère et ma sœur, elle savait. Ma sœur, elle est très ouverte d'esprit, elle s'en fiche totalement, franchement, ça lui fait ni chaud ni froid. Et mon frère, pareil. Mon frère, c'est la personne qui porte le moins de jugement à autrui que je connaisse, vraiment. Lui, il s'en fiche. Tant que tu es heureux et que tu es bien dans ce que tu fais, il s'en fiche pas mal de quelle origine tu es, quelle langue tu parles, quelle est la couleur de ta peau, quelle est ta religion, il s'en fiche. Donc, clairement, j'ai pas eu trop de difficultés avec ma famille par rapport à ma conversion. Là où j'ai le plus de difficultés, c'est surtout avec ma famille du Portugal, ma grand-mère, mes tantes, etc. D'ailleurs, c'est une crainte que j'ai quand je vais aller au Portugal, étant donné que je suis voilée, je vais me prendre des remarques. Mais vu mon caractère, je pense que ça va vite passer à la trappe, hein. Je vais leur dire, écoute, t'es pas content, viens pas me voir. Parce que je suis pas venue ici pour me saouler, je suis venue ici pour profiter, pour montrer mon pays à mon mari, à mon enfant. Donc si t'es pas content, t'as qu'à pas venir me voir. Casse-toi, au revoir. À moi, famille, pas famille, moi je me casse pas la tête, hein. Salam alaikum, ma sœur, comment se passe ton postpartum? Wa alaikum assalam, Murti. Alors, mon postpartum, il y a des hauts et des bas comme tous les postpartum, je pense. Mais honnêtement, je pense que j'ai pas à me plaindre, mis à part les nuits compliquées et le fait que je me sens très mal dans mon corps. J'ai l'impression que j'arrive pas à me réapproprier mon corps. En même temps, ça fait que 2 mois que j'ai accouché, hein, faut me laisser le temps, je pense.
faut que je sois un peu plus patiente et j'espère pouvoir perdre mon poids parce que je vais pas te mentir, c'est la galère, voilà. Donc, bah, j'espère juste pouvoir perdre mon poids et me ressentir femme et pas juste maman. C'est en fait ça le plus compliqué. Et les nuits, je suis fatiguée, quoi. Mais mis à part ça, très honnêtement, je pense que ça va. J'ai eu un postpartum au début qui était un peu compliqué étant donné que j'ai accouché par césarienne. Bah, j'avais mal parce que la cicatrice de la césarienne, ça rigole pas, je te le dis, hein. Mais franchement, ça va. J'ai des jours où je suis vraiment épuisée, où je n'en peux même plus de l'entendre pleurer. Quand c'est comme ça, bah, je vais chez ma mère et comme ça, elle et mon frère s'en occupent et moi, je suis juste avec eux et je profite. Et ça me fait vachement du bien. En fait, vraiment, faut pas hésiter à demander de l'aide, c'est surtout ça. Parce que je pense que quand on se fait aider, tout est plus facile. Moi, heureusement que j'ai la chance d'avoir ma mère, mon frère et tout à 500 mètres de chez moi, quoi. Donc, euh, donc ça m'aide beaucoup. Ensuite, dernière question, est-ce que tu envisages de faire la hijra? Alors vraiment, ça, c'est mon rêve. Il faut savoir que je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que depuis le début de ma conversion, je me souviens que j'ai toujours dit à mon mari que c'était mon rêve de vivre dans un pays musulman, dans un pays où je suis voilée, personne ne me regarde de travers, personne ne me juge pour ça, dans un pays où je suis voilée et les autres femmes aussi, et du coup quand je vais dans la rue, bah, je me sens intégrée dans la masse, et dans un pays où j'entends le adhan dans la rue, c'est mon rêve ça. J'ai, je pense d'ailleurs quand on va aller au Bangladesh et que je vais entendre le adhan, je pense que je vais pleurer. C'est mon rêve. Franchement, c'est mon rêve. Et j'en ai jamais discuté avec mon mari, mais j'ai récemment commencé à suivre quelqu'un sur Insta, parce que je suis surtout les contenus islamiques. C'est Ryan en fait, et il parle beaucoup de la hijra, et il parle que en fait c'est un bien nécessaire, et que à ce stade vraiment c'est il faut. Et en fait, plus ça va et plus j'y réfléchis, sauf que bah, encore une fois, je ne suis pas toute seule. Puis il faut avoir les moyens de le faire aussi. Donc franchement, je sais pas. Parce que j'aurais sacrifié bah, le fait d'être près de ma mère. Il faut savoir que je suis très fusionnelle avec ma mère et ça aurait été compliqué. Et ça veut dire que pour Zayn, j'ai personne pour m'aider en fait. Je serais toute seule en fait. Donc je sais pas. J'ai un peu de mal à me dire que je serai loin des miens. J'aurai plus personne. Je serai juste moi, mon mari, mon fils, sans famille, sans rien. Je vais pas te mentir, ça me trotte dans la tête et j'ai déjà réfléchi. Après, j'en ai jamais vraiment parlé à mon mari, mais j'avoue que c'est un sujet que j'aimerais aborder avec lui. Parce que c'est vrai que c'est très important. Faut essayer d'allier la hijra, mais aussi avoir une vie plutôt confortable où on peut nourrir notre enfant et se nourrir, où on peut trouver du travail, etc. Donc, on verra bien. Moi, mon espérance aurait été que, Inch'Allah, ma chaîne YouTube fonctionnera, que je pourrais, pourquoi pas, un jour en faire mon métier. Et du coup, ce qui pourrait me permettre de travailler de n'importe quel pays, de n'importe où. Et du coup, là, à ce moment-là, j'aurais pu faire ma hijra parce que j'aurais pu travailler de n'importe où, en fait. Mais bon, on verra peut-être, Inch'Allah, si c'est ce qui est écrit pour moi, c'est ce qui arrivera. Voilà. En tout cas, c'est mon rêve de vivre dans un pays musulman. Je pense que vraiment, aller dans un restaurant, ne pas se demander si c'est halal ou pas, tu peux manger ce que tu veux, tu peux sortir dans la rue avec le hijab. C'est la tranquillité d'esprit, en fait. Et ça doit être incroyable, franchement. Ça doit être une sensation incroyable. Enfin, voilà. C'était la dernière question. C'était la FAQ. J'espère avoir pu vous éclairer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir posé vos questions. Très honnêtement, quand j'ai demandé à ce qu'on me pose des questions, je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose vraiment des questions. Je me suis dit, bon, j'ai une petite communauté, personne s'intéresse à ma vie, personne va poser des questions. Et j'ai été très surprise en fait. J'ai une communauté plus engagée que ce que je le pensais. Du coup, je suis hyper fière et je suis vraiment merci quoi. Ça m'a fait super plaisir. Du coup, bah, merci d'avoir participé et bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé. À bientôt!